Monsieur Soral, bonjour, je m'appelle Dylan, je vis dans le Pas-de-Calais. Je voulais savoir ce que vous pensiez du projet mondial déjà établi de l'espérantisme. Et ensuite, je voulais savoir ce que vous pensiez de la situation actuelle en Afghanistan. Force et honneur à vous. Je vous soutiens. Alors, il y a deux questions qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, j'ai entendu le mot espéranti. Alors, je ne sais pas si ça se décline et que ça veut dire espéranto. Alors, si je me souviens bien, l'espéranto, c'est une tentative de langue universelle qui est née, je ne sais pas si c'est né entre les deux guerres, mais enfin, c'est quelque chose qui a rebondi après la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr, hein, puisque après une telle violence entre nations, il y a toujours des moments d'espoir, hein, avec une dimension universelle mondialiste. Et l'espéranto, c'était un beau projet qui était de dire que malgré la diversité des langues, donc la difficulté qu'auraient les hommes à communiquer de par la multiplicité des langues, il y aurait une langue universelle commune assez facile, qui est une langue de synthèse, qui s'appelait l'espéranto. Et ça a été assez à la mode après la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, quand j'étais enfant, ces années 60, j'en entendais pas mal parler. Aujourd'hui, je crois que ce n'est parlé que par 2 millions de personnes, et je pense que les jeunes générations ne savent même pas que ça existe. Donc le projet, d'une certaine manière, qui était un projet intéressant, parce que c'était quand même qu'un projet de deuxième langue, hein. C'était pas un projet de destruction des langues pour imposer une langue unique, hein. C'était pas un projet orwellien. C'était que chacun maîtrise l'espéranto pour que tout le monde sur Terre puisse communiquer avec cette deuxième langue commune. Donc là-dessus, moi, je trouve ça un beau projet. Malheureusement, c'est sorti un peu de l'histoire. Et je vous dis, aujourd'hui, il n'y a que 2 millions de personnes au monde qui parlent l'espéranto, ce qui veut dire que le projet a échoué, hein, le projet est tombé, hein, voilà. Bon, on peut toujours le garder de côté, peut-être qu'un jour ça pourra resservir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à en dire. Personnellement, je ne parle pas l'espéranto et je suis très mauvais en langue. Et d'ailleurs, je ne suis pas de la génération des Français qui se sont mis à bien parler les langues étrangères, parce qu'en fait, qui est la période où les Français ont admis qu'ils n'étaient plus une puissance, puisque de mon temps encore, il y avait l'arrogance et la fierté d'être français, que la langue française était la plus belle langue du monde, que c'était la langue de la diplomatie, et comme le disait Jean Dutour, que l'anglais, c'était pour demander dans les aéroports où étaient les toilettes, hein. Voilà, c'était une jolie phrase de Jean Dutour. Donc, je suis encore de la génération qui parle mal l'anglais et pas du tout les autres langues, ce que je peux déplorer aujourd'hui d'ailleurs, parce que tout est en anglais. Oui, la dernière remarque que je peux faire, c'est sur le déclassement progressif de la langue française, qui n'est plus aujourd'hui, je crois, que la 6e langue parlée du monde, ce qui est pas si mal, mais qui a perdu beaucoup de son prestige, parce que je rappelle que jusqu'à il y a peu encore, c'était la langue de la diplomatie. C'est-à-dire que tous les diplomates du monde devaient parler français, et les échanges diplomatiques se faisaient en français, parce que c'était considéré en tant que langue diplomatique comme la langue la plus qui permettait le plus de nuances et de raffinement, hein. Bon, donc on voit bien le sens politique que ça avait. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il fallait parler anglais. Si on a des enfants, qu'ils apprennent le chinois, enfin le mandarin là, et puis que c'était pas inutile de parler espagnol, hein, puisqu'effectivement les langues les plus parlées aujourd'hui au monde, je crois, sont l'anglais, le mandarin, enfin ce qu'on appelle le chinois pour nous, l'espagnol, hein, et peut-être même l'arabe après, et que nous, on arrive, je vous dis, en 6e position, bien derrière. Enfin, je crois qu'on est quand même devant le russe, hein, oui, devant le russe. Et oui, c'est mieux que d'avoir comme langue que le moldave, hein, mais c'est plus que c'était, hein, voilà. Donc ça, c'est ma réponse sur l'espéranto, une bonne idée qui malheureusement est passée un peu aux oubliettes. Et puis après, sur l'Afghanistan, c'est tout autre sujet. Et ben là, c'est toute la question en fait des guerres impérialistes et de la légitimité et du fait qu'on a constaté qu'il était devenu impossible dans l'époque, on va dire, post-coloniale, dans laquelle on est depuis, de manière certaine depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il est impossible aujourd'hui pour un impérialiste extérieur de gagner une guerre, hein, voilà. Même il peut avoir tous les moyens qu'il a, tout le temps, toute l'énergie, hein. On voit bien la guerre du Vietnam, qui est la continuation de la guerre d'Indochine par les Américains. Ça a fini comme Kaboul, ça a fini par Saïgon 75. Hein. Et ça, quelque part, c'est un très bon signe. Ça veut dire que, et ça va me permettre de rebondir sur la question des talibans. On peut penser ce qu'on veut des talibans vus de France ou vus d'ailleurs, mais la question n'est pas de savoir si on doit vivre comme les talibans en France ou si on doit redouter que les talibans envahissent la France. Je pense que c'est pas du tout d'actualité. C'est de comprendre que un pays comme l'Afghanistan, qui est dominé par une puissance extérieure qui est détestée par la population locale, et ben à un moment donné,
et qui donc ne cooptent que on va dire des collabos, des collabos, des corrompus, ou des gens qui veulent vivre autrement que de là où ils sont, eh ben, on comprend qu'au bout d'un moment, les talibans, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, et encore, on leur reproche forcément quelque chose, on leur reproche tout ça vu de l'extérieur, c'est-à-dire en tant qu'occidental laïcisé, mais l'occidental laïcisé n'a pas forcément comme fonction et comme vertu d'imposer son monde au reste de l'humanité, surtout quand on voit où on en est aujourd'hui, nous, dans nos républiques laïcistes, on n'a pas tellement de leçons à donner. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan parce qu'ils étaient les plus légitimes et les moins corrompus, tout simplement. Et sans doute, les plus légitimes par rapport à l'histoire de l'Afghanistan, ils sont quand même, l'Afghanistan, c'est un pays qui fonctionne encore sur un mode relativement traditionnel, tribal, etc. Et puis, ils étaient les moins corrompus, sans doute, donc peut-être les plus courageux, les moins achetables. Et ça me rappelle un peu la victoire du Viet Minh et des Viet Cong sur sur le Vietnam du Sud, qui n'était que corruption, soumission et déshonneur pour un Vietnamien. D'ailleurs, je rappelle que, pour prendre un exemple plus compréhensible pour nous, quand Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam, qui était sous occupation et domination française, il s'est revendiqué de la Déclaration des droits de l'homme française et de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, il a bien dit, voilà, je proclame l'indépendance du peuple vietnamien au nom des valeurs de fierté, de légitimité universelle, quoi. Et ce qu'on a vu finalement avec la chute de Saïgon en 75, ça ressemble beaucoup à la chute de Kaboul de la semaine dernière, là. C'est que ce soit les Russes avec leur impérialisme soviétique de l'époque, ou les Américains avec leur impérialisme finalement d'ailleurs pas si éloigné, techno-moderniste, et surtout venu de l'étranger et brutal, et ben ça finit de la même manière, c'est qu'au bout d'un moment, les autochtones, les mieux structurés, les plus admirables par les populations, ou les plus légitimes, ou les mieux organisés, et puis peut-être les plus motivés, tout ça, quoi, et ben ils finissent par s'imposer. Et moi, quand je dis que je respecte je prends acte déjà et je respecte la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, je réponds en même temps à toutes ces remarques de crétins qui sont systématiquement les mêmes. C'est vous aimeriez que les talibans soient en France, vous aimeriez vivre comme les talibans. La question ne se pose pas. Il faut arrêter avec cet impérialisme qui n'a pas conscience de lui-même, qui d'ailleurs accompagne et même précède l'impérialisme guerrier, qui est l'impérialisme idéologique, la vision du monde. La vision du monde occidental n'a pas forcément vocation à dominer, à écraser les autres. Et compte tenu de ce que cette vision a produit depuis 2 siècles et demi, on pourrait peut-être un peu en rabattre et se contenter à la limite d'essayer de l'améliorer chez nous, plutôt que de l'imposer de façon arrogante et stupide et inconsciente, et surtout aujourd'hui totalement dépassée, à des peuples qui en sont historiquement très très loin. Voilà. Donc je regarde l'Afghanistan sous pilotage taliban. Je regarde, je dirais, avec un œil à la fois critique et respectueux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire.